Rien ne va plus du côté de Liverpool. Et oui, le club de la Mersey qui traverse véritablement une période trouble. Elle qui reste actuellement sur quatre défaites d'affilée. Et oui, quatre défaites d'affilée, trois en première ligue et une en championnat, en Ligue des Champions, autant pour moi concédé face à Galatasaray du côté de la Turquie. Le club de la Mersey ne s'y retrouve plus. Qu'est-ce qui peut expliquer carrément cette sortie de route de la part du champion d'Angleterre en titre? Fin de cycle ou année de transition, la question mérite véritablement d'être posée. Tant cette équipe l'année dernière nous a laissé sur une très forte impression. Elle a dominé de la tête et des pieds le championnat anglais. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, l'élimination précoce, on va dire ça comme ça, en huitième de finale face au Paris Saint-Germain, qui a été derrière champion d'Europe, a laissé des traces. Mais quand on regarde le gros recrutement massif de Liverpool, on parle de plus de 500 millions d'euros dépensés sur des joueurs. Ça, voilà, ça pousse quand même à réflexion. C'est moi personnellement, c'est la question que je me pose dans cette vidéo parce que je regarde cette équipe de Liverpool jouer, je regarde le contenu et tout, et ça me laisse véritablement dubitatif quant à la suite de la saison qui attend les fans des Reds. Alors, en championnat, il faut dire que les trois défaites en question sont considérées: une face à Crystal Palace, 2-1, avec un but marqué à la 97e minute par Nketiah. Contre Chelsea, ils perdent 2-1 avec un but marqué à la 96e minute par Estevao. Contre Galatasaray, c'est défaite 1-0, penalty d'Osimhen à la 16e minute. Et contre United, ils perdent 2-1 avec un but marqué à la 84e minute par Harry Maguire. On se rend compte que sur les trois défaites en championnat, à chaque fois, Liverpool encaisse un but pratiquement en fin de match, deux fois dans le temps additionnel, le Crystal Palace et Chelsea, une fois en fin de temps réglementaire hier contre Manchester United. Et ça pousse véritablement à réflexion parce que se retrouver aujourd'hui avec cette équipe de Liverpool qui enchaîne quatre défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Il faut rappeler que la dernière fois que Liverpool perd quatre matchs d'affilée, c'était en 2014, donc ça fait pratiquement 11 ans maintenant, ça date. Et dans le contenu, on se rend compte que sur le début de saison, Liverpool arrivait à enchaîner les victoires. Sauf que là encore, tu as l'impression qu'aujourd'hui la route tourne parce qu'avant, Liverpool a gagné deux, trois matchs sur des buts dans les derniers instants de la rencontre. C'est peut-être un penalty de Salah, c'est un but raccro comme ça d'un défenseur. Et aujourd'hui, au-delà de dire la route tourne, tu te dis ça a du mal à venir. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que Liverpool a perdu son jeu? Personnellement, je ne pense pas. Je regarde les top joueurs de Liverpool. Je regarde un joueur comme Mohamed Salah. Actuellement, au courant de la saison dernière, c'était lui qui avait été élu meilleur joueur du championnat. Mais disons-nous la vérité, Salah n'est pas en forme. Salah n'arrive pas à enchaîner sur ce qu'il a fait la saison dernière. Le début de saison a été poussif, mais là, sur ces quatre derniers matchs, à chaque fois que Liverpool a eu à perdre, tu t'attends à ce qu'il fasse un truc parce que c'est le joueur phare, c'est la star de l'équipe. Sauf que derrière, ça ne vient pas. Au milieu de terrain, je regarde Gravenberch, McAllister, qui l'année dernière, franchement, disons-nous la vérité, en Angleterre, c'est ce qui se faisait de mieux. Et il faisait pour moi partie des trois meilleurs duos en Europe. Lorsqu'on parlait des milieux de terrain, aujourd'hui, Gravenberch, c'est plus tout à fait ça. McAllister, pareil. Autre chose, je regarde les recrues. Aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe type de Liverpool, sur le 11 entrant, tu as Kerkez à gauche, Frimpong à droite, Vitz au milieu. Devant, tu as Isaac et Ketike, parce que je me dis qu'il y aura un moment où il va vouloir jouer avec les deux. Ça fait 5 potentiels joueurs dans le 11 entrant, c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'équipe qui a été changée. Et quand tu regardes cette moitié de l'équipe qui a été changée, tu as Wirtz, Frimpong et Ketike qui viennent d'Allemagne. Tu as Kerkez qui sort de Bournemouth. Tu as Alexander Isaac qui vient de Newcastle, qui n'a pas eu la préparation escomptée parce qu'il était en bras de fer avec son équipe, le temps d'arriver du côté de Liverpool. Il y avait ce souci au niveau de la préparation. Il n'est pas encore véritablement fit à 100%. Et avec ça, tu te dis, il faut que les mecs arrivent à s'adapter d'abord. Il y a un temps d'adaptation à Liverpool avec le reste de l'équipe. À côté des nouveaux joueurs, tu regardes aussi ceux que tu as perdus. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde un joueur comme Luis Diaz, pour moi, c'est un manque énorme à cette équipe. Aujourd'hui, Gakpo est obligé de jouer sur le côté gauche, ce qui n'est pas véritablement son poste. On se rend compte qu'il n'arrive pas à faire les efforts défensifs comme Diaz le faisait. Et ça s'est vu hier.
Manchester a beaucoup appuyé sur le côté gauche de Liverpool, occupé par Kerkez. Et voilà, il a encaissé des vagues et des vagues et des vagues. Robertson, il n'a plus ses jambes d'il y a 5 ans, donc c'est un problème de ce côté-là. À droite, j'ai constaté sur certains matchs, c'est Szoboszlai, normalement milieu de terrain, relayeur, qui occupait ce poste-là, d'arrière latéral droit. Là encore, tu te dis, Szoboszlai à droite, c'est vrai, on va te dire, Isaïe Emery occupe souvent ce poste-là. Le dernier match du PSG, Sidi Maïlou a joué en poste de latéral droit. Kamavinga a joué latéral gauche. Valverde joue souvent latéral droit du côté du gars du Madrid. Sauf que ce sont des joueurs qui ont cette possibilité-là d'occuper différents postes défensifs. Pour moi, Szoboszlai, poste de latéral droit, c'est une trouvaille comme ça. Pour moi, c'est un peu forcé et ça a du mal à donner les résultats escomptés. Maintenant, tout ça mis ensemble fait en sorte que le jeu lui-même de Liverpool est un peu grippé. On était habitué à ce contre-pressing-là qui était la marque de fabrique de Liverpool. Derrière les attaques rapides, défensivement, ils étaient en bloc. Et quand défensivement, ça m'amène à parler de la charnière centrale Konaté-Van Dijk. Konaté, présentement, il est en fin de contrat bientôt avec Liverpool. La prolongation a du mal à arriver. Le Real fait des appels du pied. Est-ce que psychologiquement, il est dans sa saison, il est prêt à réaliser la même saison que l'année dernière? Je ne pense pas. Van Dijk, moi personnellement, c'est mon avis, c'est de ce côté-là. Soit il est en fin de cycle, soit il a tout donné à Liverpool. Il faudrait qu'il ait un autre challenge. Honnêtement, moi c'est mon avis et je reste là-dessus parce que je regarde les buts que Liverpool encaisse, je regarde les occasions concédées par Liverpool. Très souvent, il est à l'origine soit par un mauvais placement, soit une mauvaise passe, soit la mauvaise appréciation et ça met son équipe en danger. Tout ça mis ensemble te donne une équipe de Liverpool qui n'est pas sereine et ça remet un peu en question les performances de l'année dernière parce que l'année dernière, Slot hérite d'une équipe, on va dire de l'équipe encore en main de Jürgen Klopp. Donc, il est sur la continuité de cette équipe-là. Il ne fait pas beaucoup de modifications, il n'y a pas beaucoup de recrues. Là, on lui donne la possibilité de composer son équipe, d'avoir les joueurs qu'il veut. Et on sait combien ça a coûté. On parle de plus de 500 millions d'euros juste pour Liverpool. À titre de comparatif, la Liga cette année en termes de mercato, c'est 600 millions d'euros. Donc, Liverpool, à elle seule, cette équipe-là, a réalisé pratiquement le chiffre d'affaires en termes de mercato de toute la Liga comprise. Ça veut dire quelque chose. Donc, est-ce que dans ce style, on peut lui accorder le temps quand on sait ce que ça vaut dans un grand club, le temps? Je ne pense pas. Maintenant, tu regardes les recrues qui sont arrivées, est-ce qu'elles sont déjà au niveau? Pour moi, Vince, aujourd'hui, c'est l'homme de lui-même. Est-ce qu'il a besoin de temps? Est-ce que ça ne va pas marcher à Liverpool? Bon, il faut attendre, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On a constaté qu'hier, il n'a pas débuté le match. Est-ce que s'il débutait, il devait faire mieux? Je ne sais pas trop. Honnêtement, en attaque, tu as Ekitike, tu as Alexander Isaac. Pour moi, c'est à peu près le même profil, c'est-à-dire des joueurs grands de taille qui culminent à près de 2 mètres, mais qui sont très bons au pied. Pas mauvais de la tête, mais surtout très beau au pied, qui bouge beaucoup, qui apporte beaucoup de solutions. Avoir les deux en même temps, qui commence, qui ne doit pas commencer. On sait qu'Ekitike, lui, quand il a commencé en début de saison, il a empilé les buts. Après, Isaac est arrivé et on ne va pas se mentir, Isaac, c'était le premier choix du côté de Liverpool. Avoir dans les pattes Ekitike derrière, quand tu sais qu'Isaac aussi n'est pas très en forme, est-ce que tu lui donnes le maximum de temps de jeu en attendant qu'il revienne à son top niveau? Pendant ce temps, tu as Ekitike qui va ronger son frein sur le banc. C'est une équation assez difficile à résoudre pour Ernesto. Moi, personnellement, je me t'ai dit, si tu as un mec comme Ekitike et que tu l'as appris, va pas chercher un autre gars comme Isaac. Déjà que ça a créé tout un conflit entre lui et son club et tout ce que ça vaut. Il a fallu dépenser un gros montant pour l'avoir 150 millions d'euros. Est-ce que tu ne pouvais pas prendre un attaquant avec un autre profil un peu plus, voilà, quoi, petit détail pour avoir deux profils qui pourront être à la longue complémentaires? Bon, Slot en a décidé autrement, voilà, je ne vais pas lui faire la leçon. Toujours est-il que Liverpool, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que derrière, tu as des équipes comme Arsenal qui reviennent vite. Et là, il y a la Ligue des Champions qui arrive. Est-ce que Liverpool va se remettre la tête à l'endroit? On n'en sait trop rien. Je regarde le match d'hier contre United. Il faut dire aussi que United fait un bon match. Ça, on va pas
on va pas jeter ça, on va pas cracher dans la soupe. Parce que je regarde les statistiques, Liverpool c'est 17 tirs pour 6 cadrés, United c'est 10 tirs pour 3 cadrés, Liverpool 63% de possession de balle pour les restes, 37 pour United, 394 passes pour Liverpool, 165 pour United. Ça veut dire que dans le fond, Liverpool a maîtrisé son sujet. Ils ont eu des occasions, il y a eu des balles qui sont passées à côté, il y a eu à la limite dans les derniers gestes, il y a eu des déchets techniques, parfois le mauvais choix de la passe et tout. Tu sens qu'il manque quelque chose à cette équipe, il manque un déclic. Et moi, je me disais, pour ce que ça vaut un Liverpool United à Anfield, vous revenez de la trêve internationale, vous avez eu un peu vent de fraîcheur et tout, je m'attendais à plus de cette équipe de Liverpool-là. À chaque fois, ça ronronnait, même sur des situations dangereuses. Autant pour moi, tu sentais qu'on pouvait faire mieux. Voilà. Donc, cette équipe m'a laissé sur ma faim. Après, pour finir, moi, je pense que c'est une année de transition pour Liverpool, que les transferts réalisés cette année, ce mercato-ci, vont payer sur la durée, mais qu'en attendant, il faut éviter de perdre des points comme ça en route parce qu'on sait que ça va être difficile, surtout quand tu imagines que pour la CAN, tu vas perdre un gros joueur comme Mohamed Salah, qui sera difficile éventuellement à remplacer. Faut déjà voir. Liverpool gagnerait à se remettre la tête à l'endroit, à engranger le maximum de points possible. Sinon, après, ça sera difficile de conserver ce titre de champion d'Angleterre.